compte, cette semaine, on parle des out of stock, des épouvantables out of stock. Donc, on va faire ça ensemble, JF. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Fait que je te laisse commencer. On va présenter l'état de la situation des out of stock dans le marché du détail au Canada puis en Amérique du Nord. Puis on va parler aussi des causes, des effets et de quelques solutions qui permettraient d'améliorer la situation de façon significative. Donc, merci aux gens qui sont avec nous sur Facebook ou en Zoom. Si vous avez des questions, à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur Facebook ou sur Zoom. Peut-être qu'on ne vous répondra pas live, mais ça nous alimente d'avoir vos questions. Puis ça nous intéresse toujours d'y répondre puis d'avoir votre feedback. Exactement. Je voulais juste rajouter aussi, si vous aimez notre vidéo, faites un petit thumbs up sur Facebook, c'est toujours le fun. Puis n'hésitez pas à partager ça aussi avec votre réseau. Donc, si on commence en force, on a ici un beau petit bateau. Donc, la mondialisation, c'est quelque chose de gros. Concrètement, 1,75 trillion de dollars est perdu à chaque année selon une étude qui a été faite en 2015. Ça représente 11,7 % du chiffre d'affaires que votre entreprise perd année après année à cause d'une mauvaise gestion des inventaires. Dans la partie qui nous concerne ce midi, le out of stock, dans cette étude de 2015-là, on évaluait à 634 milliards de dollars. La perte due à l'overstock, c'est 39 % plus élevé que 3 ans plus tôt. On évalue aussi l'overstock à une perte de 471 milliards directement à cause de l'overstock, et ça, c'est 30 % plus élevé que 3 ans plus tôt. Donc ça nous indique que, premièrement, que le out of stock, il coûte plus cher que le overstock, mais ça veut aussi dire qu'on est vraiment vers une pente très, très accélérée sur la dégradation des événements. Ah, c'est quelque chose, hein? Fait que dans le fond, c'est beaucoup d'informations, mais c'est un problème majeur là, qui s'empire avec le temps. On penserait qu'avec les technologies, ça va de mieux en mieux, mais il y a une petite tendance à la dégradation. C'est étrange. Hein? Exactement. C'est sûr qu'avec les fournisseurs qui sont à l'externe, la chaîne d'approvisionnement est de plus en plus complexe malgré les technologies. Moi, j'ai sorti une autre étude, JF, qui date de 2018. Là, si les gens sont intéressés à avoir les références, ils peuvent nous écrire. On va les pointer sur les études auxquelles on fait référence. Mais qui a été sorti en 2018, il disait, et puis ça, je pense que ça touche l'Amérique du Nord, c'est 1 trillion de dollars en vente qui sont perdus dans le monde du détail parce que les consommateurs n'ont pas accès aux produits qu'ils veulent acheter dans les magasins. Donc, c'est une étude qui a été conduite dans beaucoup de détaillants. Et l'autre aspect intéressant, fait que 1 trillion de dollars, ça commence à être un chiffre significatif. Là. Si on ramène ça à une entreprise, comme tu disais, ça peut représenter 11 % de perte. Là. On est probablement dans les mêmes eaux, là, mais 1 trillion en retail. C'est incroyable. C'est incroyable. L'autre truc qui est plus terre à terre, l'étude disait qu'une fois sur 3, à chaque 3 visites, les consommateurs disent qu'ils font face à un out of stock. Puis ça se vérifie là, dans la réalité. Là, combien de fois on arrive face à des tablettes vides dans les magasins alors qu'on voudrait acheter des produits en particulier? On va le voir. Puis on va voir aussi que tu as beau avoir le meilleur marketing, la meilleure équipe de vente sur le terrain, mais si tu n'as pas ton produit en stock, tu as tout fait les efforts avant pour rien. Ah, effectivement. C'est une perte d'énergie totale. Exactement. Bon, des exemples, est-ce que vous en voulez? Il y en a qui sont surprenants. Target, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce magasin en 2015 a tenté une rentrée massive au Canada. Ils se sont dit, on va prendre tous les locaux de Zellers. Ça ne marchait pas, mais nous, ça va marcher. Ils ont fait des promotions, ils ont fait des prix qui étaient alléchants. Les consommateurs se rentraient dans le magasin et ils constataient que les tablettes étaient vides.
frustration après frustration, les consommateurs ils ont dit on ne rentre plus là. Et forcé d'admettre le tort, Target ferme l'ensemble de ses magasins au Canada quelques années plus tard. Walmart, en 2011, il embauche une firme pour analyser les tablettes. Donc, ils se rendent dans chacun des magasins pour prendre des photos, pour faire des analyses. En 2013, le CEO Bill Simon annonce que ça va de pire en pire. Selon Bloomberg, il dit que même la marchandise, elle sort très, très vite, mais elle ne rentre pas assez vite sur les tablettes. Donc, ça fait qu'en un an, Walmart évalue qu'ils ont perdu 3 milliards de dollars seulement en un an à cause des tablettes qui étaient... 3 milliards de dollars. C'est incroyable. Bien là. Nike, c'est un autre exemple qui ont fait faire faillite. Dans le début des années 2000, il y avait un mauvais système d'inventaire. Ils ont décidé d'implanter un nouveau système d'inventaire parce qu'il y avait encouru des pertes de plus de 100 millions. Suite à la mauvaise implantation du nouveau système et dans des bugs dans le data, Nike a continué à perdre plusieurs millions. Ils se sont redressés par la suite, là, mais ça a failli être la fin pour Nike. Stokes, vous connaissez bien, c'est un très gros détaillant québécois qui était né depuis plusieurs... si je ne me trompe pas, c'est en 1953 qu'il avait été fondé. En début 2020, ils ont annoncé que suite à un changement dans la méthode de réapprovisionnement des magasins, suite à l'implantation de 2 nouveaux systèmes informatiques, ça a suffi à provoquer de graves problèmes financiers. Donc, en conclusion, ils se retrouvent avec des dettes de 23 millions suite à ça. Puis, le plus important, c'est que suite à l'implantation de leur nouveau système, ils se sont retrouvés avec les tablettes majoritairement vides dans les 2 mois les plus rentables de leur réalité, c'est-à-dire le mois de novembre et le mois de décembre. Ça, c'est catastrophe. C'est pas drôle. En 2011, Best Buy a envoyé un communiqué pour dire que les produits qui étaient dits hot, ils ne seraient pas capables de les rendre à temps pour Noël aux consommateurs. Donc, ils ont dû faire une annonce publique pour ça. Ça leur a fait mal, mais ils en ont quand même sorti gagnant suite au prochain Noël. Ralph Lauren aussi, lui, c'est pas drôle. Donc, dans l'étude 2015, 4 ans plus tôt, excusez-moi, l'entreprise elle avait une valorisation de 16 milliards. 4 ans plus tard, on était rendu à 8 milliards. Pourquoi? À cause directement du mauvais système de gestion des stocks et d'inventaire. Il y a un nouveau CEO qui a été nommé en 2016, Stephen Larson, dans le fond, qui avait pour objectif de faire un gros ménage dans la gestion des inventaires. Et en plus de ça, il a dû fermer 50 magasins. Donc là, c'est beaucoup d'exemples négatifs. Là. Il y en a aussi qui ça va bien, inquiétez-vous pas. C'est juste pour vous dire que c'est sérieux, que ça touche les gros comme les petits. C'est un enjeu qu'on aime s'adresser ici chez DevID. Puis, je pense que Dominique, tu peux en faire mention lors de ta dernière... C'est mon histoire récurrente du Power Hebdo, de mon achat de pâtes. Donc, on passe de données macroscopiques à un exemple direct sur le terrain. Donc, si vous regardez à gauche, on en a déjà parlé dans les semaines précédentes. Il y a vraiment, regardez là, l'assortiment de produits au niveau des pâtes. Là, il y a des trous incroyables dans une marque particulière. Que j'avais l'habitude de consommer. Puis en plus de ça, on fait des rabais. Regardez la quantité de rabais qu'il y a sur la marque. C'est à croire qu'on veut rehausser la marque. Conséquence, pendant plusieurs semaines, là, moi je le constate. Moi, je veux des boucles. Regardez les boucles à gauche, à droite. J'ai fini, moi, avec les boucles de la marque concurrente. Moi qui est un consommateur de ce produit-là. Fait que les consommateurs, éventuellement, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, moi, c'est là que je fais mon épicerie, dans ce magasin-là. Donc, je ne change pas de place, mais je change de marque. C'est ça qui arrive. Quand la tablette va se remplir, je ne suis pas convaincu que je vais retourner vers la marque. Fait que ça a un effet direct.
Ce produit-là, vraisemblablement, c'est un produit qui roule bien. Est-ce que c'est un problème qui est spécifique au magasin que je visite? Est-ce que c'est un problème généralisé? Là, il faut faire une analyse des causes, mais c'est sûr que sur le terrain, là, chaque consommateur fait ses choix en fonction de la disponibilité des produits, puis ça a un effet direct. Fait que c'est ça. Un consommateur, c'est frustrant de se rendre sur place puis pas avoir accès aux produits qu'on veut acheter. Donc, il faut éviter ça à tout prix, comme manufacturier et comme détaillant. Fait qu'on va regarder un petit peu plus, JF, je pense, dans les slides qui suivent des données plus macroscopiques. J'ai parlé dans les semaines antérieures du livre Star Wars et aussi on peut parler de category management. Donc, c'est sûr que si on regarde la gestion par catégorie, là, je lisais ça, je lis beaucoup sur la gestion par catégorie, on s'y intéresse beaucoup parce que ça touche les systèmes qu'on met en place. Un des fondements de la gestion par catégorie, c'était d'identifier, de catégoriser les produits de façon adéquate, faire des assortiments qui sont adéquats dans les épiceries, dans les différents types de commerces, pour bien desservir le client puis qu'il ait accès au stock qu'il veut. Donc, c'est le category management, c'est un de ses fondements là, de faire en sorte qu'il y ait des bons assortiments puis des bonnes quantités. Dans Star Wars, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est présenté. Il dit, c'est quoi les comportements, c'est quoi nos comportements par rapport aux marques? Donc, en fonction des catégories de produits, puis j'ai ramené un tableau du livre, je trouvais ça intéressant. Dans le fond, il y a des études qui le prouvent. Là. Par exemple, ça, c'est une étude française. Qu'est-ce qu'on dit? Quand j'achète du champagne, il y a 3 types de comportements au niveau de la marque. Donc, preferred, ça veut dire que j'ai vraiment une marque préférée. Okay? Je vais toujours viser à acheter toujours cette marque-là. Fait que dans 24 des cas, je vais acheter ma marque préférée. Dans 68 des cas, je vais aller dans un répertoire de marques. C'est donc dans du champagne, je peux acheter de la Veuve Clicquot, du Moët Hennessy. Je vais me déplacer dans des marques qui sont dans le même répertoire. Puis les promiscuous, c'est je magasine des prix. Fait que, en fonction de la catégorie dans laquelle vos produits se trouvent, c'est important d'être conscient de ces effets-là. Regardez le savon à vaisselle. Là. 54 des gens achètent toujours la même. Fait que quand il n'y en a plus, puis que tu te retrouves à aller sur une autre marque, c'est dérangeant pour le consommateur. Fait que, il y a 2 effets intéressants. On parle de cost of switching brand. Exact. Donc, pour le consommateur, si le coût de changer de marque, si on prend l'exemple de mes pâtes, moi, je suis attaché à mes pâtes, mais pas tant que ça. Pour moi, le coût de changer de marque, l'effet, il n'est pas si important que ça. Donc, je vais aller vers une autre marque. Mais ici, on aurait dû avoir un S, le Cost of Switching Store. Exact. Cost of Switching Store. Donc, c'est ces 2 effets-là. Donc, moi, je suis resté dans le même magasin, mais j'ai changé de marque. Mais imaginez, tu me donnais l'exemple, je pense, JF, c'est quoi ta mère qui achetait du fromage Philadelphia? Oui, c'est ça. Chez Costco, il y avait du Philadelphia de Kraft. Puis, ça fait plusieurs années, là, ça, quand j'étais jeune, là, j'allais magasiner avec mes parents au Costco. Ah ouais. Mais je me rappelle, à un moment donné, il avait décidé de rentrer du Lactantia, l'équivalent. Fait que là, tu vois, dans ce cas-là, la personne est très attachée à une marque et elle a carrément changé de magasin. Fait que faut être conscient de l'effet pour le détaillant. Tu sais, dans le cas de ta mère, elle dit, moi, c'est du Philadelphia que je veux. Fait que mon épicerie, peut-être que le Philadelphia, c'était une des raisons qui faisait en sorte qu'elle allait chez Costco. Puis maintenant, elle vient peut-être de déménager une série de produits dans un autre détaillant. Donc, c'est important, ces effets-là. Là, on parle de déstocker un produit, mais imagine quand il est en manque, tu sais, quand il y a du out of stock. Fait qu'on continue parce qu'on a... Oui, on a du stock. Puis je veux juste dire une mini parenthèse là-dessus. Ouais. C'est le même effet pour quand on vient pour faire des promotions. Tu sais, si on regarde la dernière colonne, là, quelqu'un qui fait une promotion sur du champagne ne va pas avoir le même impact qu'une promotion sur une robe, par exemple. C'est le lift. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est les causes aussi du overstock. Oui, donc, c'est ça. C'est les causes du out of stock, c'est documenté. Là. Il y a des études qui ont été produites là-dessus. C'est sûr que ça change dans le temps, ça dépend des entreprises, mais dans 40 des cas, regardez, le produit il est dans le magasin, mais il n'est pas sur la tablette.
sais, quand tu vas à l'épicerie, puis là, c'est pas là, puis tu ramasses un commis, puis là, tu dis, n'avez-vous en arrière? Puis, finalement, il y en a. Donc, 40 des cas, de l'inventaire fantôme. Donc, l'inventaire n'est pas disponible, mais l'inventaire dit qu'il n'y a pas de replenishment. Il y a toutes sortes de causes. Donc, pour chacune de ces causes-là, il y a des façons d'intervenir, mais c'est intéressant de savoir que dans bien des cas, le stock est là. Ouais. Quelque chose. Ça pose aussi des réflexions parce que les actions que les personnes vont aller faire dans les magasins vont être très importantes parce qu'on voit ici que seulement 5 là, d'upstream supply chain issue, c'est là le problème. Donc, le problème... On parle souvent là, de l'exécution en magasin. Bon, il y a certaines marques qui n'exécutent pas eux-mêmes en magasin. Évidemment, ils font affaire avec des tiers parties, mais quand ce n'est pas nous qui exécutons en magasin, bien, il y a d'autres façons d'analyser plutôt des données pour détecter des anomalies sans se rendre physiquement dans le magasin. Mais c'est sûr que dans un cas où le stock est dans le backstore et qui n'est pas sur la tablette, là, on a un problème. Là. On a un problème, mais on est capable, par contre, en analysant du data, par exemple POS, de voir que le produit ne sort plus alors qu'il sortait avant. Fait que, il y a différentes techniques pour détecter ça. Puis ça, dans le fond, c'est l'effet sur combien de temps le produit est indisponible sur la tablette. Les effets vont être différents. C'est deux graphiques qui explosent ça à travers le nombre de jours que le produit est indisponible. Exact, c'est ça. Fait qu'on voit que quand le produit est absent plus de 10 jours, là, 53 du temps, on va perdre des ventes. Là, fait que le reste des pertes de vente, si le produit est non disponible une journée, ça va avoir un effet, mais probablement que la personne va racheter lors d'un autre événement. Puis ensuite de ça, on a à gauche le pourcentage des événements. Donc, dans 60 des cas, on parle de out of stock de 2 jours et moins. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un problème de replenishment dans le magasin. Mais c'est sûr que si on n'analyse pas adéquatement, bien, on ne sera pas en mesure de détecter ça. Mais c'est possible de le détecter. Très intéressant. C'est souvent des causes assez subtiles. Donc, c'est ça, on a parlé, JF, la collecte en magasin. On a des clients qui font des visites en magasin physiquement, qui utilisent, par exemple, Power, le module CRM, pour aller faire des inventory checks pour s'assurer que le stock est placé convenablement, que quand il y a une promotion qui est exécutée, que le stock est rentré à temps. Donc, que ce soit votre... important. C'est qu'il y a une série de choses qu'on peut faire. C'est ça. Ben, je voulais dire, en fait, c'est une étape qui est extrêmement importante. C'est l'étape 1 pour bien analyser la situation parce qu'on a beau avoir des rapports, mais la situation sur le terrain en témoigne beaucoup. Puis on l'a vu dans les chiffres avant. Ouais. Toute la chaîne avant peut être 100% en bon état, mais la dernière étape de prendre la boîte qui est dans l'entrepôt en arrière et de l'amener en avant n'est peut-être pas faite. Exact. On a quand il y a des promotions, par exemple, qu'on livre des displays en magasin, mais il faut que le display soit plein. Il faut donc, il y a une série de choses qu'on peut faire, qu'on peut analyser. Donc, ça, c'est une des façons de faire en sorte d'améliorer la situation des out of stock, la collecte d'infos en magasin. Exact. Une autre façon intéressante au niveau du data, si on se met dans la perspective d'un manufacturier, nous, dans plusieurs cas, nos clients ont accès au sell-in. Donc, qu'est-ce qu'ils expédient au magasin? Des fois, ce n'est pas direct to store. Là. Des fois, ils expédient à des entrepôts. On en est conscient. Des fois, il y a comme une autre nature de données qui passe, qui nous donne des signaux sur le mouvement des stocks des entrepôts vers les magasins. Mais sommairement, la quantité qui est expédiée au détaillant versus la quantité en sell-out, donc qui sort du magasin, il faut l'analyser produit par produit, magasin par magasin. Donc, on a... si les clients sont intéressés à avoir des analyses par rapport à ça, là,
On se disait ça, toi et moi, JF, on Oui. va s'adresser direct à nos clients. On a des clients qui assistent à notre Power Hebdo et ils disent « Hey, vous faites ça aussi, fait que gênez-vous pas si vous voulez en savoir plus là-dessus. » Mais dans le fond, on a développé beaucoup d'analyses et puis on est en train de développer des nouvelles fonctionnalités dans Power pour analyser justement les exceptions de out of stock. Donc, on a déjà fait ça dans le passé. Ça peut être extrêmement efficace de dire, OK, par exemple, si je suis capable de savoir c'est quoi mes ventes moyennes en magasin par semaine, puis que tout à coup, il y a une variation de ces ventes moyennes-là à la baisse, bien, je peux avoir des indicateurs très précis produits dans un magasin. Oups, il y a une baisse de vente, donc on va aller vérifier ça. Puis s'il y a des occurrences fréquentes, on est capable de présumer qu'il y a un out of stock et intervenir. L'autre option, dans certains cas, les clients peuvent avoir accès à l'inventaire en magasin. On a déjà vu ça. Exact. Donc, ils reçoivent du détaillant l'inventaire en magasin. Donc, avec l'inventaire en magasin et les ventes POS, on est capable de savoir c'est quoi le week on hand. Et aussi, encore là, de faire des rapports d'exception qui nous permettent de voir, OK, bien, on a une tendance à avoir un week on hand qui est trop bas. Donc, probablement qu'à chaque semaine, on manque de stock. L'autre chose, c'est au niveau des prévisions. Lorsqu'on fait des événements particuliers de promotion, bien, il faut être capable de les documenter de façon précise. On va en parler, JF, je pense, dans le forecasting. C'est notre prochaine slide. Exactement. Donc, analysez ce que lorsque vous faites c'est très, très difficile de faire des promotions, de les exécuter comme il faut, puis de faire en sorte de ne pas avoir de out of stock, mais écoutez, on n'est pas chez Canadian Tire partout où on a des bons rabais différés. Là. Des rain checks, ça n'existe pas dans tous les magasins. On ne peut pas s'en sortir avec ça partout. Donc, quand on fait des promotions, il faut évaluer les stocks qu'on prévoit qui vont être vendus, puis les expédier vers les magasins, puis avoir une bonne planification, puis s'améliorer dans le temps, parce que c'est là que ça fait mal. On a l'exemple de tantôt. C'est un produit qui est en promotion, les pâtes. Il y a des price tags partout et le produit n'est pas là. Fait qu'on a transformé un événement qui devait générer du brand awareness, qui devait m'amener à m'intéresser à cette marque-là, en un événement qui m'a transporté vers une autre marque. Donc, c'est excessivement important au niveau forecasting, gestion des prévisions aussi, d'être conscient de l'effet des promotions et de l'analyser. 100%. Puis, je rajouterais à ça aussi, des fois, on a des insights. Par exemple, si vous savez que cette année, vous faites une promotion pour la fête du travail, puis vous avez manqué de stock, bien, allez mettre toute une note l'année prochaine pour vous dire d'augmenter les quantités pour la fête du travail, parce que les données que vous avez eues, ils sont, comment dire, il y a un manque à gagner qui était possible d'aller chercher. Donc, c'est avec des outils collaboratifs qu'on va être capable d'aller mettre des informations comme ça, puis ça va nous aider à prendre des meilleures décisions. Ouais. Je dirais aussi le fait d'actualiser les données, puis de les synchroniser, puis de continuer à valider si la décision qu'on a prise n'est pas encore bonne, puis de s'assurer de la modifier ou d'ajuster le tir si jamais les données nous font mentir un peu. Exact. On a des trucs aussi qu'on fait dans Power, là, et des fois, c'est des petits trucs simples. Par exemple, les clients utilisent Power pour produire des suggestions de commandes en magasin. Donc, par exemple, toi, tu es gérant de JF des pâtes, je m'en vais te voir, je te dis, OK, je te proposerais de commander tant de caisses de X, tant de caisses de Y, tant de caisses de Z. C'est toi qui vas passer la commande, mais je te fais une suggestion de commande parce que j'ai observé ce qui se passait dans le magasin. Tu me fais confiance, je suis ton agent, puis c'est moi qui te propose ça. Mais je ne vais pas juste prendre une commande, je vais prendre le temps de noter en faisant la commande que, oups, la tablette était vide. Là, tout à coup, oups, on a une information de plus qui nous permet de dire, OK, à chaque fois qu'on fait une commande, il manque de stock. Ouais. Donc, rétrospectivement, on va être capable de détecter qu'il y a une anomalie. Donc, ce n'est pas toujours de faire des inventory checks partout, de façon systématique. C'est très coûteux, mais d'y aller par événement, puis être capable de dire, dans des cas où il semble y avoir des anomalies, on les note, puis on apprend de ça, puis on s'améliore. Donc, c'était la conclusion de notre Power Hebdo. Est-ce que d'autres choses à rajouter pour la fin, Dominique? Non, écoutez, les out of stock, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. C'est ce que je peux dire, c'est que
Dans toutes les entreprises avec lesquelles on a collaboré, peu importe la nature des données auxquelles ils ont accès, il y a toujours une façon d'utiliser le data disponible pour améliorer la situation de la gestion des out of stock. Ça ne se regarde pas de façon globale, un out of stock. Ce n'est pas comme analyser les ventes. Ça se regarde de façon spécifique. Donc, il faut mettre son chapeau de gestionnaire de stock, puis s'occuper de faire en sorte d'améliorer la situation. Puis, on l'a vu, l'effet sur la profitabilité est majeur. Fait que, si vous voulez en entendre parler plus, vous avez des questions, gênez-vous pas pour nous contacter. On peut vous montrer toutes sortes de stratégies pour améliorer la situation. On pourrait en parler pendant des heures. Là, on a plein d'études, plein de données. Mais pour moi, je pense qu'on a fait un bon recap de c'est quoi la situation. 100%. Puis il y a peut-être un petit mot pour conclure. En cas de doute, si vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de stock, vous êtes mieux d'en avoir un petit peu plus qu'un petit peu moins parce que statistiquement parlant, c'est plus coûteux pour votre entreprise de manquer de stock que d'en avoir trop. Effectivement. OK. Hey, merci beaucoup, JF. Bonne semaine à tout le monde. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain Power Abdo. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.